Fidèles téléspectateurs, bienvenue à cet autre numéro de votre émission Le Tribunal de l'actualité qui se propose ce soir de faire le tour d'horizon des grands faits qui ont marqué les esprits au Mali au cours de cette semaine. Parmi ces faits, nous avons retenu la très bruyante rencontre qui a eu lieu ce 13 janvier à Pau. Pour vous aider donc à maîtriser les enjeux de cette rencontre de Pau, nous avons fait appel à trois grandes figures, en tout cas connues des fidèles de cette émission. Je vais citer M. Nou Sarr du parti FAD, un parti membre de l'opposition. Bonjour, bonsoir M. Sarr. Bonsoir M. Sidibé. À côté de lui, Mohamed Cherif Aïdra qui, en tout cas, défend les intérêts des Maliens de la diaspora. Bonsoir M. Aïdra. Bonsoir M. Sidibé. Et enfin, M. Sidi Touré qui est le chargé de communication du parti Parena, un parti peut-être pas de la mouvance présidentielle, mais un parti signataire de l'accord politique de gouvernance. Bonsoir, M. Touré. M. Sidibé, bonsoir. Et avant d'ouvrir en tout cas les débats sur en tout cas cette rencontre de Pau, le tribunal a été informé qu'au cours de cette semaine, les parents d'élèves, les étudiants et élèves ont massivement pris d'assaut la primature et ses alentours afin de s'imprégner des causes du blocage des négociations entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants. Monsieur Noussar, comment vous expliquez que les tout petits, en tout cas, se mettent devant leurs parents pour réclamer à retourner à l'école? Bon, c'est un tournant décisif dans la crise scolaire que nous connaissons. Les enseignants ont enclenché des grèves successives pour dénoncer l'irrespect de la loi par le gouvernement. C'est encore la preuve d'une gestion aveugle, d'une gestion à l'aveuglette, d'une gestion calamiteuse des affaires de la cité. L'éducation, c'est un des éléments clés de progrès social, de progrès de la nation. Jamais de mémoire d'homme, nous n'avons vu des enfants, parfois de 7 ans, de 8 ans, investir la rue pour demander à ce qu'on ouvre les écoles. Il faut être insensible pour ne pas comprendre ce cri de cœur des enfants. Non, c'est encore une fois l'expression d'une fuite en avant, d'une gestion chaotique des affaires de la cité par un régime en disgrâce. Sidi Touré, les tout petits qui battent les pavés pour demander au gouvernement d'être un peu sensible aux doléances des enseignants. Oui, nous estimons que l'éducation est un droit fondamental. Et le fait que les tout petits sortent dans la rue pour réclamer la réouverture des classes, nous pensons que c'est une chose qui est normale. Et nous invitons le gouvernement à prendre à bras le corps cette question-là et à respecter son engagement. C'est un accord qui a été signé entre le syndicat des enseignants et l'État du Mali. Et nous pensons que les autorités doivent mobiliser toutes les ressources nécessaires pour que les enfants puissent aller à l'école. Parce qu'il n'y a pas de développement sans éducation. Monsieur Aïdara, l'État est désormais face à sa responsabilité par rapport à cette question de grève à répétition des enseignants. Merci M. Sidibé. Nous, la diaspora, nous sommes très surpris par la façon dont vous, le Mali de l'intérieur, vous analysez les problèmes intérieurs du pays. Quand vous entendez M. Sarr parler, c'est comme si on est un pays normal, ça tout fonctionne bien. Mais il faut que les Maliens comprennent qu'on est un pays en guerre depuis très longtemps. Un pays en guerre a ses priorités priorisées et ses ressources sont allouées à une question de sécurité qui change à tout moment. Il y a eu des accords qui ont été signés entre les syndicats. Et ce gouvernement est en train de faire tout ce qu'ils peuvent pour respecter. Mais s'il n'y avait pas de guerre, si on n'est pas confronté à tous ces problèmes, c'est normal que monsieur le président de FAD ait cette position. Mais je ne peux pas comprendre qu'on lutte contre une insécurité multidimensionnelle. On a des ressources très limitées. Mais est-ce que le gouvernement aussi n'a pas pris ses engagements vis-à-vis des enseignants, sachant bien que le pays est en guerre? Mais bien sûr, c'est ce que je suis en train de vous dire. Vous savez, quand vous prenez des engagements qui nécessitent de mobilisation de ressources pour faire face, il n'y a pas tu es obligé
de faire des prévisions en fonction de tes recettes. Mais quand tu es en guerre, ces prévisions, ils changent en fonction du niveau de décadence de la sécurité de l'État, qui aussi est une responsabilité de tout le monde de comprendre. Donc quand on présente cette sortie improvisée par les élèves, ils n'ont pas été instrumentalisés, qu'on veut mettre ça comme si c'était parce que l'État est défaillant que les gens sortent. Non, moi je dirais, on a une multitude de problèmes et que l'État, il prend des engagements. Il y a eu des degrés auxquels ils sont mis d'accord. Il y a au moins une communication que l'État est obligé de faire avec les enseignants pour leur dire « nous avons pris tel engagement, on ne serait pas en mesure de le respecter compte tenu de certaines contraintes du moment, mais voilà ce que nous pouvons faire. » Ok. Et Sidi, est-ce que cette sortie en tout cas des élèves ne sonne pas comme une sorte de gifle, en tout cas infligée aux résolutions du déni qui avait clairement indiqué, si vous voulez, solliciter une trêve sociale à ce niveau? Oui, le dialogue national a sollicité une trêve. Mais les enseignants ne l'entendent pas, c'est-à-dire que de cette oreille-là. C'est leur droit. Donc les enseignants n'ont pas voulu observer cette trêve? Oui, c'est leur droit. Maintenant, l'État doit mobiliser, je dis bien, toutes les ressources nécessaires pour mettre les enseignants dans leurs droits afin que les enfants puissent regagner les classes. Donc, nous pensons qu'en luttant véritablement contre la corruption, on peut faire des économies. En adoptant des principes de bonne gouvernance, on peut faire des économies. Donc, ce pays-là, aujourd'hui, c'est vrai, fait face à beaucoup de priorités, mais l'école aussi est une priorité. Donc, je pense que le pouvoir aussi est en train de travailler pour mettre les enseignants dans leurs droits afin que les enfants puissent regagner les classes. Voilà. Okay. Et M. Sarr, est-ce qu'il ne revient pas aussi aux enseignants de taire un peu leurs divergences compte tenu de la situation, en tout cas sécuritaire du Mali que M. Haïdara vient de décrire tout de suite? Non, franchement, soyons sérieux. On ne peut pas se cacher derrière la Libye de la guerre. Ce n'est pas aujourd'hui que la guerre a commencé. Les accords ont été signés il y a seulement 6 mois. Et au bout de 6 mois, on dit on ne peut pas signer, on ne peut pas. On a même pris une loi. Il a aussi parlé, aussi parlé de prévision, peut-être. Bien sûr. Soyons honnêtes. Un gouvernement qui est allergique au respect de la loi est un gouvernement voyou. C'est ça la Mais non, c'est ça. Mais non, monsieur Sarr. Le sérieux commence. On parle de finances là, on parle de finances publiques dans un pays en guerre, monsieur Sarr. Vous savez, vous n'êtes pas encore. S'il vous plaît, oui, d'accord. Vous n'avez jamais entendu qu'on a baissé le budget de fonctionnement de la présidence de la République. Vous n'avez jamais baissé le budget de fonctionnement des institutions de la République. Mais on demande aux enseignants qui ont aussi une famille à nourrir, qui ont des enfants, une trêve sociale. La trêve devrait commencer par donner l'exemple. Ok. M. Haïdara, il y a quand même cet argument qui est avancé par, en tout cas, certaines opinions maliennes qui pensent que les efforts doivent être de tous les côtés et les enseignants doivent faire des efforts, mais également les gouvernants aussi doivent en tout cas faire des restrictions budgétaires à leur niveau. Mais les enseignants ont fait des efforts, on les félicite. On est tous des pères de famille. Ce sont ces enfants qui sont sortis. Ils n'ont pas été instrumentalisés. Mais certains auraient souhaité voir un président de la République ou des chefs d'institution renoncer à leur caisse noire pendant un temps aussi. Mais non, au nom de l'effort de guerre. Non, c'est-à-dire qu'il y a déjà eu une réduction au temps de Boubé de certaines dépenses de privilèges, nous on les appelle ainsi, des ministères. Il y a eu une bonne économie par rapport à cette réduction. Donc il y a eu un effort. Vous savez, la première institution qui est le président et la présidente de la République, il y a une fonctionnalité qu'on ne peut pas réduire. Les élus de la nation, par exemple. Les élus de la nation, j'en viens. Maintenant, c'est pour ça ce que je suis en train de vous dire. M. Sarr, qui est un président d'un parti, les élus de la nation, moi, je n'ai pas entendu dire que FAD a donné 100 000 francs pour l'effort de guerre. Nous avons tous cotisé ici. Mais attends, vous avez cotisé quand? Nous avons tous cotisé. Quand? C'était quand? Ok. Alors, donc vraiment, ces élus de la nation là, est-ce que vous avez entendu dire un élu de la nation pour dire... non, un élu de la... Nous avons apporté 1 milliard. Attends, les élus de la nation, dont nous... Mais est-ce que la question de la gestion de la transparence aussi de ces fonds collectés au nom de la contribution de l'effort de guerre ne revient pas aussi souvent? C'est toute une autre question. Ce que nous déplorons, c'est qu'il y a un manque de soutien de la population malienne
envers ces enseignants. Ok, c'était juste un petit tour C'est de ce ça. que nous Par nous rapport à déplorons. cette question pour sortir de... Oui. S'il vous plaît, Sidi. Oui, il faut toujours, pour résoudre cette question-là, nous avons besoin de ressources. C'est un problème d'argent. Et donc, à la matière, il y a une règle d'or qui doit être respectée, la bonne gouvernance. Ok. Donc, on doit travailler d'arrache-pied toujours pour bien gérer, c'est-à-dire que nos maigres ressources, afin de faire face à l'essentiel. Ok. Voilà. Le tribunal a également été informé qu'après la sortie du ministre porte-parole du gouvernement annonçant le report du procès dit Amadou Aya Sanogo justifié par des raisons politiques, les deux grands syndicats de la magistrature viennent de monter au créneau pour dénoncer un glissement du gouvernement sur le terrain éminemment judiciaire. Monsieur Noussar, le gouvernement a entravé en tout cas la question de la séparation des pouvoirs entre l'exécutif et... C'est visible. C'est visible. Ce n'est plus un procès judiciaire, c'est devenu un procès politique, en vérité. Nous faisons partie de ceux qui ont condamné le coup d'État, qui se sont opposés ici à Amadou Aya Sanogo et à sa junte. Nous faisons partie de ceux qui les ont combattus à visage découvert. Nous avons payé ce que nous devons payer comme prix à cela. Mais vous avez tous vu ma sortie dans un article. Le procès, là, le dossier ne peut pas être jugé parce que l'instruction a été très mal menée. L'instruction a été bâclée. Mais qu'est-ce que vous en savez en tant que politique aussi? Mais je vous dis, quand on est politique, on a le devoir... Mais vous n'êtes pas dans le secret de l'instruction, M. Noussar. Vous savez, dans ce pays, on est en mesure quand même de chercher des informations et tout le monde sait comment ça s'obtient. Ça s'obtient quelquefois par des moyens détournés. Et ce n'est pas Noussar qui vous apprendra cela. C'est un dossier foiré, un dossier bâclé, que quand on va juger cela, il y aura un scandale. Parce que je suis convaincu, les familles des victimes sont convaincues qu'il y a eu crime. Mais quand on va juger ce dossier, vous risquez d'être surpris. Hein? Ok. Est-ce que cette sortie peut-être des magistrats ne donne pas à la limite la politisation à outrance de ce dossier-là finalement, qui devrait rester dans les cadres strictement judiciaires? C'est évident. Vous savez, donc l'agenda de la justice, des politiques quand même influe sur la bonne marche de ça a été toujours, ce dossier. enfin, de partout dans le monde, il y a eu toujours un ministère de la justice ou un département de la justice, même aux États-Unis et en France. Donc les procureurs, ils dépendent toujours du ministère. Alors, nous disons, nous, notre observation de la diaspora par rapport à cette déclaration, et Yaya, lui qui est porte-parole du gouvernement, il a tenu à une solidarité gouvernementale, mais je suis sûr que ce n'est pas l'opinion de Yaya de reporter, c'est quelqu'un qui tient énormément à la justice, à l'équité, au gouvernement. Donc, alors j'ai vu des gens, je voulais juste clarifier ça, que ce n'est pas quelqu'un qui soutient de l'injustice. Maintenant, la position du gouvernement de reporter en évoquant d'une cohésion sociale, mais depuis quand une histoire judiciaire... Non, au sein de l'armée. Mais non, ils ont le contexte sécuritaire, la fragilité dans laquelle l'armée se trouve également. Est-ce que ce ne sont pas aussi des arguments valables? On ne se fera pas bâillonner ici à ce tribunal-là. Si ils le font, nous, on ne le fera pas ici. On ne peut pas nous dire qu'on ne peut pas juger quelqu'un pour une question de cohésion sociale. Il n'en est pas question. On est une république, il y a une séparation de pouvoir, ils doivent être respectés. Mais est-ce que si le ministre de la Défense d'Aïrou, par exemple, qui est dans ces dossiers, avait démissionné à la veille de la rencontre de Pau pour se mettre à la disposition de la justice, est-ce que c'était une bonne nouvelle pour, en tout cas, la chaîne militaire? Mais tu as bien dit avait. Le ministre n'a pas démissionné. Mais est-ce que sa participation à cette rencontre de Pau n'a pas contribué à ces reports-là aussi? Oui, mais non. Je ne crois pas, parce qu'il n'est qu'une personne importante dans ce procès. Il y en a d'autres, il y en a tant d'autres, qui sont aussi importants que dans ce procès. Okay. Mais le gouvernement doit respecter, selon notre constitution, la séparation de la justice aux politiques. Ok. Sidi, par rapport à cette sortie des deux syndicats, je pense que c'est une question qui relève de la justice. La question est éminemment technique. Et il y a des spécialistes en la matière et il faut laisser la justice faire son travail. Okay. Voilà ma vision
par rapport à cette question. Ok. Voilà. Et au cours de cette semaine, les réseaux ont été inondés par des images de véhicules blindés fraîchement acquis également par le Mali. Monsieur Noussar, est finalement une bonne nouvelle pour le Mali. L'armée qui se plaignait qu'elle n'avait pas de véhicules blindés pour faire face à l'ennemi. Mais c'est toujours Une bonne nouvelle quand on apprend que notre armée obtient ne serait-ce qu'une balle de fusil. C'est une très bonne nouvelle. Maintenant, est-ce qu'une armée se réduit au mécanique? Non. Dans un passé récent, on a vu qu'il y a eu des combats. Nos militaires ont souvent détalé et on a laissé les armes. On a laissé les armes à l'ennemi. Nous avons toujours dit la question de la réforme de l'armée malienne n'est pas une question politique. C'est une question nationale. Elle va au-delà des clivages politiciens. Donc c'est pourquoi nous estimons que dire souvent ouais, on va revoir l'armée, reformer, ce n'est pas exact. L'armée malienne est à reconstruire, pièce par pièce, totalement. Le commandement militaire actuel est à remettre en cause, totalement. La stratégie, les tactiques militaires actuelles sont à remettre en cause, totalement. Donc, une armée, c'est d'abord une philosophie. C'est une politique nationale de défense. Ensuite vient ce qu'on appelle le mécanique. C'est bien sûr, ce sont ces armes-là. C'est quand même, c'est une bonne chose de voir que notre armée aujourd'hui a accès à des blindés. Nous espérons que la chaîne de commandement sera revue, la stratégie sera revue. Mais d'aucuns ont vu des mauvais et en tout cas de voir ces blindés exhibés sur les réseaux sociaux. Bon, c'est quand même, certains ont raison, les gens ont raison. On n'exhibe pas un peu dans un pays où les moyens sont très limités. On n'informe pas les terroristes. Bon, nous avons ces armes-là. C'est quand même, c'est un couteau à double tranchant. Parce que si vous montrez les blindés à la télé dans le souci de communiquer, mais si demain les camps sont cassés, on ne dira plus que c'est une question de matériel. C'est vous qui avez montré les blindés ici. Le problème, il faut refonder, reconstruire. Je dis reconstruire, ce n'est pas reformer. Okay. Parce que la déliquescence de notre armée a atteint un niveau où on ne peut plus se permettre de reformer. Okay. Il faut casser, il faut renvoyer les officiers corrompus, les officiers salinoirs, il faut les renvoyer. Les officiers qui sont dans les trafics d'armes et de carburant, il faut les mettre à la porte et les traduire devant la justice pour refonder l'armée malienne de fond en comble. Ok. L'objectif communicationnel a-t-il pris le dessus sur la volonté, en tout cas, d'équiper l'armée malienne par rapport à l'exhibition de ces blindés-là sur les réseaux sociaux? Bon, vous savez, aujourd'hui, avec la prolifération des réseaux sociaux, c'est extrêmement difficile de contrôler l'information. Mais la question fondamentale, c'est que l'acquisition, bien entendu, de ces blindés est une bonne chose pour notre armée. Nous avons toujours besoin d'équipements pour pouvoir traquer les djihadistes, bien entendu, qui empêchent nos populations de vaguer librement à leurs occupations. Maintenant, contrairement à Noussar qui dit que la réforme de l'armée est une question nationale, pour moi, la question de la réforme de l'armée est une question éminemment politique. Il faut une volonté politique affirmée pour pouvoir réformer une armée partout à travers le monde. Les armées, c'est-à-dire qui ont été réformées à un moment donné, l'ont été grâce à la volonté des hommes et des femmes. Je prends par exemple le cas de la France. À un moment donné, il a fallu l'intervention du général de Gaulle pour que la France puisse avoir, c'est-à-dire une armée qui compte dans le concert des nations. Et le cas spécifique du Mali, nous, on ne peut pas avoir, c'est-à-dire une armée véritable sans des hommes et des femmes politiques convaincus, qui ont de la vision et qui se battent, bien entendu, pour redimensionner, repositionner et donner, c'est-à-dire une nouvelle envergure, bien entendu, à notre outil de défense. Monsieur Aïdara, par rapport à l'exhibition de ces blindés-là, est-ce que ça n'a pas aussi son aspect vertueux? Est-ce que cette action ne peut pas être dissuasive à la limite aussi? Non, il faut se rappeler qu'il y a juste un passé très récent où on parlait des avions qu'on avait exhibés également. Et il se trouve que ces avions n'ont pas pu fonctionner. Peut-être qu'il va falloir faire un débat là-dessus. Et ces équipements ont été achetés par nos partenaires. Vous craignez que ces engins-là aussi, dans les jours à venir, soient cloués au sol? Non. C'est juste pour vous dire que la population avait besoin de voir, et le gouvernement avait besoin de montrer, rassurer,
que nous avons les équipements, c'est nos partenaires émiratis qui les ont achetés. Pour nous, il y en a encore d'autres qui vont venir. Et c'est important que la population se dise que nous avons des équipements qui sont là, parce qu'il y a eu des équipements qui ont été achetés et qui n'ont pas fonctionné. Et beaucoup de personnes seront surpris que ces équipements qui ont été achetés, je parle des avions, où Noussar et beaucoup de personnes ont passé le temps, ou même demandé des enquêtes parlementaires, mais je peux vous rassurer qu'un jour viendra où la vérité va sortir, parce que nos partenaires ont refusé au gouvernement malien d'acquérir des armes. Okay. Ces mêmes partenaires, après avoir acheté ces équipements, mais ils ne sont pas venus au complet. C'est tout un débat, mais quand le problème sera réglé, on en parlera. Donc il est important que notre armée dont nous prenons aujourd'hui une position, parce que quand on dit à la diaspora, votre armée représente, ça ressemble à quoi? On dirait que c'est une pyramide renversée. Okay. Donc il faut une bonne politique, comme vient de dire le frère, pour qu'on ait une armée reconstituée, qu'une armée avec une politique de vision claire de l'exécutif, pour qu'on ait enfin une armée qui puisse défendre l'intégrité du territoire. Donc montrer à la population que notre armée se renforce en termes de matériel pour leur permettre de sécuriser l'intégrité du territoire. Pour nous, la diaspora est une bonne chose. On est fiers que la politique extérieure, la diplomatie malienne a permis d'obtenir ces engins pour nos vaillants soldats qui se battent pour la cause du Mali. À présent, place au plat de résistance de cette émission. Face donc à la multiplication des attaques terroristes au Sahel, le président français a réuni ce lundi 13 janvier à Pau, dans le sud-ouest de la France, les présidents de 5 pays du Sahel, avec pour objectif renforcer la légitimité contestée des militaires français déployés ici au Sahel et également mobiliser les alliés européens. M. Noussar, est-ce que ces deux objectifs que le président français avait visés avant la tenue de cette rencontre ont été vraiment atteints? Oui, en 30 secondes, permettez-moi de dire à mon frère, il a extraverti mes propos. Je dis la question de l'armée, ce n'est pas une question de clivage politique. C'est une question nationale qui doit transcender même les clivages politiques. Absolument, je suis d'accord avec ça. C'est ça mon propos. Je suis d'accord. C'est pas que la réforme n'est pas politique. Les décisions sont des décisions politiques. Mais cette question ne doit pas amener les hommes politiques à exercer les différences de clivage. C'est pour ça que je dis que c'est une question nationale. Une question éminemment nationale qui doit être traitée conformément aux intérêts de la nation. Ok. C'est ça. Venons à la rencontre de Pau. L'objectif de Macron, c'était de redorer le blason des militaires français ici au Sahel et également mobiliser ses alliés européens afin d'aider, en tout cas, ces 5 pays du G5 Sahel à arriver au bout du terrorisme. Vous savez, on dit, Abraham Lincoln disait que aucun homme n'a suffisamment de mémoire pour réussir dans le mensonge. La rencontre de Pau n'était ni moins ni plus qu'une entreprise de communication. C'était simplement une entreprise de communication. Qu'est-ce qui est pensé par Emmanuel Macron? Mais non seulement Emmanuel Macron qui a convoqué ses pairs. Il se trouve que ces pairs africains ne sont pas initiateurs, en tout cas, de cette rencontre. Oui, Macron a initié parce que c'est lui qui est un peu comme le parrain de nos chefs d'État. Il les a convoqués à Pau. Ils sont venus. Pour lui, ils ont clarifié les choses. Ils ont fait quelques annonces qui sont en réalité de véritables subterfuges. On parle de l'engagement de l'Europe, mais l'Union européenne est engagée au Mali. Il y a le 8e qui est aujourd'hui peut-être un engagement plus accru. Je vous dis, l'Union européenne est engagée au Mali. L'OTAN très récemment a refusé d'accompagner Macron dans son aventure. C'est ça la vérité. Et il est important que l'on comprenne que le Mali ne s'en sortira qu'avec un agenda malien. Il n'existe pas d'exemple dans le monde. Mais est-ce que cet agenda-là n'a pas été dit à moi je vous dis, nous exigeons que le contrôle diplomatique, le contrôle politique de l'ensemble des opérations militaires au Mali soit tenu par les autorités légitimes du Mali. Je me rappelle très bien, en son temps, quand il y avait ce grand débat, pour ou contre l'intervention étrangère, nous avons dit, l'état actuel de nos forces fait que nous avons besoin d'appui. Et l'Afrique a répondu à l'appel en créant ce qu'on appelle la MISMA. La MISMA, c'était genre... Ok, on va rester au cadre... parce que c'est lié là. C'était genre ECOMOG qui a intervenu en Sierra Leone. Mais qu'est-ce qui s'est-il passé?
historiquement... non, la MINUSMA, c'est le prolongement de toutes ces organisations. La politique française a tout fait pour que cela ne soit pas une réalité. Et à travers la résolution 2100, on a créé la MINUSMA qui est axée sur la distinction entre groupes terroristes et groupes séparatistes. Alors que les groupes terroristes et les groupes séparatistes sont tous des forces négatives qu'il faut neutraliser. Donc vraiment, la rencontre de Pau, ce n'était qu'un subterfuge. Et dans la foulée, on a annoncé le retour de l'armée à Kidal. Nous allons revenir sur ça pour dire en réalité aux Maliens ce qui se trame derrière ça. La rencontre de Pau, finalement, une rencontre qui n'a servi à rien selon M. Sache? Pas du tout. Je pense que lors de ce sommet-là, il y a eu des annonces fortes quand même. On dit par exemple qu'il faut renforcer la lutte contre l'IGS et toutes les organisations qui sont affiliées, bien entendu, à ces groupes djihadistes-là. Ce sommet nous a permis aussi, c'est-à-dire que de comprendre que nos chefs d'État ont vu quand même, c'est-à-dire que la nécessité de renforcer nos armées. Aujourd'hui, le renforcement des capacités de nos armées est une nécessité vitale. Pour ce faire, nous avons besoin de nos partenaires. Aucun État, au jour d'aujourd'hui, à lui seul, ne peut venir à bout du djihadisme. La preuve, lorsque les Américains ont décidé simplement, c'est-à-dire que de plier bagages, vous avez vu la réaction, c'est-à-dire que des Français. Même les Français sur le terrain, à un moment donné, sont épaulés, c'est-à-dire que par d'autres partenaires. Donc il faut renforcer les capacités, c'est-à-dire que de nos armées. Donc nous, on doit profiter de cette occasion-là pour rebâtir notre armée. Pour le moment, nous avons besoin justement, c'est-à-dire que de la présence de ces forces-là. Et à ma connaissance, et pratiquement tous les partis qui comptent lors du dialogue national inclusif ont clairement dit que nous avons besoin justement, c'est-à-dire que de la présence de ces forces-là. Or, les 90% des partis politiques maliens ont participé au dialogue. Les syndicats comme par exemple l'UNTM, la CAFO, les organisations des jeunes, par exemple comme le CNJ, donc toutes ces organisations-là, les légitimités traditionnelles et religieuses se sont prononcées, c'est-à-dire que sous la présence de ces forces étrangères-là au Mali. Donc je pense que les décisions qui ont été prises lors de ce sommet-là relèvent de la réelle politique. Aujourd'hui, celui qui veut gouverner le Mali doit comprendre que nous avons besoin, c'est-à-dire que de nos partenaires pour restaurer notre intégrité territoriale, pour combattre justement, c'est-à-dire que est-ce que vous êtes en train de nous dire que ceux qui sont en train de battre le pavé pour en tout cas réclamer le départ des forces étrangères du Mali sont à la limite minoritaires? Est-ce que vous êtes en train de nous dire ça? Bon, la marche de l'autre jour quand même, c'est-à-dire était un exemple. Hein. La preuve, ils sont sortis, ils ont affirmé sur les réseaux sociaux comme quoi qu'ils vont mettre 1 million de personnes dans la rue. Ils n'ont pas eu, c'est-à-dire qu'à peu près 1000 personnes. C'était 900. Donc ça veut dire quoi? Quelque part, les Maliens, dans leur grande majorité, sont pour la présence justement, c'est-à-dire que de ces forces étrangères-là. Pour le moment. C'est un pis-aller. C'est-à-dire qu'en attendant qu'on ait, c'est-à-dire qu'une armée véritablement reconstituée, nous avons besoin justement de ces forces étrangères-là. Il y a un autre aspect aussi qui a été évoqué lors de ce sommet-là, c'est la mobilisation des ressources pour pouvoir lutter contre la misère. Parce que quand vous prenez, c'est-à-dire que la zone des 3 frontières, à ma connaissance, c'est la zone la plus pauvre, bien entendu, du Sahel. Et si on veut venir à bout, c'est-à-dire que du djihadisme, la solution passe par quoi? Par le développement. Donc il faut mobiliser des fonds. Aujourd'hui, celui qui va se permettre de dire que nous n'avons pas besoin de ces forces étrangères-là, demain, quand il sera aux affaires, inévitablement, il va se retourner, c'est-à-dire que vers les mêmes partenaires. Donc nous pensons que le Mali, aujourd'hui, a besoin justement, c'est-à-dire que de ses partenaires pour venir à bout de cette question-là. En attendant, nous devrons travailler, c'est-à-dire que pour pouvoir remettre sur pied notre armée, afin qu'on n'ait plus besoin justement, c'est-à-dire que de la présence des forces étrangères sur notre territoire. Donc nous pensons que le sommet de Pau, bien entendu, est venu à point nommé et le diagnostic nous convient véritablement. Donc il répond à nos préoccupations. Maintenant, il faut se battre justement, c'est-à-dire que pour que la coalition du Sahel qui a été initiée, pour que ces résolutions-là, nous puissions justement, c'est-à-dire que les mettre en œuvre pour sortir de l'ornière. Avant de donner la question à M. Aydra, j'ai envie de poser cette question à M. Moussa. Le nœud gordien, si vous voulez, de cette rencontre de Pau, c'était la clarification de la question du maintien ou non des forces étrangères au Mali. Au niveau de l'opposition, parce qu'on ne vous a pas vu battre le pavé aux côtés de ceux qui demandent le départ, qu'est-ce que vous pensez de cette question du départ des forces du Mali, concrètement? Mais attendez, nous avons dit que
il n'est pas question de réduire ça à départ ou contre-départ, c'est pas ça. Mais les problèmes sont posés. Quelles sont les solutions? Nous avons dit que le jeu trouble et troublant de l'ex-puissance coloniale doit cesser. Nous avons condamné le soutien de l'ex-puissance coloniale à des groupuscules armés. Oui, mais si C'est ça le vrai l'ex-puissance coloniale ne Si cesse pas ce jeu, l'ex-puissance quelle est la poursuit- solution? Mais l'ex-puissance- Doit-il partir ou rester? Mais si l'ex-puissance vient soutenir des groupes séparatistes, narco-djihadistes dans notre pays, elle doit foutre le camp. C'est ça la vérité. On ne peut pas venir au Mali et soutenir des groupuscules contre des États. Ce n'est pas acceptable. Mais quand vous réduisez sa coalition pour le Sahel, soyez sérieux. C'est comme ça qu'on a annoncé le G5 Sahel. Ok, donc, et c'est devenu ce que vous savez. Aujourd'hui, c'est G5 Sahel plus Barkhane. Demain, ce sera G5 Sahel plus je ne sais qui. Soyons sérieux. Depuis 7 ans, on parle de reconstruction de l'armée. Le gouvernement que vous soutenez aujourd'hui, ce n'est pas ce gouvernement qui a pillé les ressources de l'armée. Ce n'est pas ce gouvernement qui a... Ok, on va revenir sur ça. Monsieur Haïdara, la rencontre de Pau était perçue comme une rencontre de toutes les clarifications. Est-ce que les choses ont été clairement clarifiées à Pau ce jour-là, le 13? Alors, il y a le fond et la forme. Nous, la diaspora, nous ne sommes pas d'accord et nous ne serons jamais d'accord qu'un président français demande à notre président démocratiquement élu d'avoir la caution de sa population pour venir et clarifier sa position à lui par rapport à la coopération avec le Mali. Ce président est élu pour 5 ans. Il est le président de tous les Maliens. Est-ce que lui, Macron, il va prendre contact avec la société civile? Mais est-ce qu'un président démocratiquement élu, légitime, ne doit pas être aussi en phase avec son opinion? Oui, mais il doit être en phase, mais ce n'est pas à un président, fut-il un président français de la puissance coloniale, de dire à notre président qui nous avons choisi pendant 5 ans, d'avoir notre opinion avant d'aller se prononcer. Ça, on est contre, et ça fait la deuxième ou troisième fois que je le répète. Et deuxièmement, la position de la France et de la communauté internationale. J'ai assisté à un débat à France 24, enfin Africa 24, Africa numéro 1, et d'autres radios auxquelles j'ai assisté, c'était en juin l'année dernière. J'ai été clairement là-bas. Nous, la diaspora, notre perception, c'est que cette coopération, elle ne marche pas. C'est l'une des deux choses. Ou on revoit l'application du chapitre 7, ou on fait un plan quand est-ce que vous partez. Et nous restons, nous, la diaspora, sur cette position. Tant que le chapitre 7 n'est pas appliqué, on parlera de ça encore l'année prochaine. Et troisième aspect, le Mali qui a abandonné une partie de sa souveraineté pour l'intégration africaine. Ce Mali aujourd'hui ne peut plus s'en sortir tout seul. Et il faut l'Afrique de l'Ouest. En tout cas, les zones qui sont, les pays qui sont autour du Mali, qui est le Niger et qui est le Burkina, qui sont concernés. Alors, il est important de comprendre la responsabilité de la communauté internationale. C'est un genre de remords et aussi des intérêts géostratégiques et politiques qui ne datent pas d'aujourd'hui. Vous savez, quand un pays ou un peuple arrive à un niveau où sa survie ne dépend que de ce que les autres pensent de lui, doit faire très attention à son image. Et nous sommes désolés de voir les images qu'on donne et sans pouvoir visualiser quelles seront les conséquences. Alors, si aujourd'hui, cette classe politique, l'opposition et ceux qui sont la société civile dans sa diversité, la majorité voudrait que la France parte, mais proposez-nous un plan. Dites-nous une alternance. Il n'y a pas d'alternance. Ce n'est pas possible. Les plus grandes puissances du monde, j'ai écouté ce matin à RFI que les États-Unis sont en train, Taliban a dit aux Américains, donnez-nous un temps pour qu'on vous propose un plan. Demandez pas les Américains. Mais écoutez, le Mali est un pays pas comme les autres. Mais ce qui a fait du Mali le Mali, c'est 3 choses. Dans tout ce que nous avons appris dans notre histoire du Mali. Les Mali et les Maliens ont toujours eu le courage d'apporter un changement. C'est pour ça qu'on a créé des empires. C'est un peuple courageux. Un peuple courageux. Le Mali est un pays qui a toujours eu la sagesse de savoir et accepter ce qui ne peut pas changer. Un pays sage, un peuple sage. Un peuple sage. Un troisième. Le troisième, le Mali est un pays qui a toujours su surmonter ses difficultés
en associant tous ceux qui sont autour de lui dans la dignité et dans le respect. Ok, un peuple résilient. Ouais. Monsieur Touré, est-ce que vous pensez comme Macron que ceux qui, en tout cas, manifestent contre la présence des forces étrangères au Sahel sont des indignes ou ne sont pas conscients forcément de ce que la France fait, produit comme résultat au Mali, ou sont des personnes simplement manipulées par, en tout cas, des officines de fabrication de mercenaires? Non, moi je ne veux pas m'aventurer sur ce terrain. Mais est-ce que vous avez un commentaire à faire par rapport à ces propos utilisés par Macron qui traitent le peuple sahélien qui est contre leur présence d'indignes? Je n'utiliserai pas ce mot-là, mais je pense simplement. C'est une maladresse? Je n'utiliserai pas. C'est une maladresse? Bon, je pense que c'est un mot qui ne vient pas à point nommé. Nous sommes en démocratie, les gens ont le droit d'exprimer leurs états d'âme, leurs sentiments par rapport à une situation donnée. Et en France, on le voit tous les jours, les gens se manifestent. Donc, dans les pays du Sahel aussi, les gens doivent manifester, mais il ne faut pas occulter un fait qui est essentiel. Aujourd'hui, nous avons besoin de la présence de ces forces étrangères-là. Ça relève de la réelle politique. Les décisions qui ont été prises à ce niveau-là relèvent bien entendu de l'intelligence, de la raison. C'est des décisions qui relèvent de la sagesse. Donc nous devrons profiter justement de la présence de ces forces étrangères-là pour rebâtir notre armée, pour être indépendants dans les années à venir. Et sur un autre sujet... Terminez, s'il vous plaît. Sur un autre sujet, lors de ce sommet-là, il a été dit, bien entendu, que nous avons besoin de l'administration dans toutes les zones où sa présence est nécessaire. Et plus précisément, un aspect quand même a été mis, bien entendu, sur le retour de l'armée et de l'administration dans la région de Kidal. Ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner. C'est vraiment fondamental et c'était une préoccupation du peuple malien. Donc, nous pensons que ce sommet-là a pris quand même, c'est-à-dire qu'à bras le corps, les préoccupations justement, c'est-à-dire que des Maliens et tous les autres États qui veulent justement, c'est-à-dire que aider et les pays du G5 Sahel ont la possibilité justement, c'est-à-dire que d'être dans cette coalition-là. Donc, c'est une coalition dorénavant qui ne va plus regrouper, c'est-à-dire que la France, bien entendu, et les États du G5 Sahel, mais l'Union africaine, la CEDEAO ont été cités, bien entendu, dans le communiqué final pour aider ces États-là à se stabiliser. Parce qu'il y a une chose qu'on doit se dire, la stabilité du Mali, c'est la stabilité de la sous-région, c'est la stabilité du Maghreb, c'est la stabilité de l'Europe. La France n'est pas là par philanthropie, la France est là pour la défense justement de ses intérêts. Je veux simplement dire, demain, si le Mali se déstabilise, au moins la France, c'est-à-dire que peut gérer une question comme l'immigration. L'immigration clandestine. S'il vous plaît. L'immigration clandestine. Demain, l'instabilité au Mali peut provoquer, par exemple, l'immigration en France. On y est déjà. Non, on y est déjà. La situation peut s'amplifier. La situation peut s'amplifier. S'il vous plaît, on va s'écouter. L'instabilité au Mali, c'est l'instabilité justement dans les pays côtiers. C'est les digues. Dans les pays côtiers. Donc, il faut tout faire pour stabiliser le Mali, pour stabiliser l'Europe. Donc la France n'est pas là pour nos beaux yeux, elle est là aussi pour la sécurité collective. Absolument. Monsieur Touré, s'il vous plaît, est-ce que vous, je vois que vous vous réjouissez des conclusions, en tout cas issues de cette rencontre de Pau. Est-ce que vous savez aussi que cette rencontre de Pau résulte en tout cas des mouvements d'humeur qui ont eu lieu au Sahel? Il a fallu quand même que certaines opinions quand même se braquent contre la présence ou dénonce le jeu trouble, en tout cas de la France au Mali, pour que la rencontre de Pau ait lieu. Est-ce que ce n'est pas l'autre, en tout cas, aspect vertueux, si vous voulez, de ces mouvements d'humeur? C'est dialectique. C'est dialectique. Le fait que les gens, c'est-à-dire que manifestent, ça amène une prise de conscience et de nos dirigeants et des dirigeants, c'est-à-dire que de l'extérieur. Donc ça veut dire quoi? Les gens ne se résignent pas, les gens sont conscients de ce qui se passe et ça va amener les dirigeants à réfléchir sur cette question-là et à trouver rapidement la solution. Parce que c'est une situation... Je veux simplement dire, si tout le monde avait adopté la posture qui a été, en tout cas la vôtre au cours de ces mouvements, est-ce que la rencontre de Pau allait avoir lieu, par exemple? Notre posture, moi je pense que le sommet de Pau est surtout lié à quoi? La mort des soldats français. Pas forcément. C'est un élément. Pas forcément. C'est un élément. La mort des soldats français. Il y a eu plusieurs morts. Hein. Il y a eu plusieurs. Oui, mais il y a eu 13. Il y en a eu 13 moins 44. Et Macron, il est quand même sensible. Il est sensible à l'opinion publique française.
l'opinion publique française compte plus pour Macron que l'opinion publique africaine. Okay. C'est un aspect fondamental qu'il faut l'un dans l'autre, les deux sont liés. Dans ce débat. Ok, d'accord. Voilà. Donc nous pensons que la présence, c'est une nécessité vitale pour nous. Okay. Mais maintenant, il faut toujours travailler pour gérer convenablement nos pays si on veut avoir une armée véritable. Okay. Aujourd'hui, ici, la France est là quelque part. Eh bien, nous, au Mali, il y a des hommes et des femmes à un moment donné qui ont gouverné ce pays-là et qui ne se sont pas assumés. Pour répondre très rapidement à mon ami Noussar, nous, au Parlement, nous assumons toutes les critiques qui ont été adressées à ce pays-là, à ce régime-là, mais on ne s'est pas contenté qu'à critiquer Ibeka. Nous avons fait des propositions. La preuve, depuis le déclenchement de cette crise-là, on a dit au président de la République, avant d'aller à Alger, il faut associer tous les Maliens. Nous avons demandé un dialogue intermalien. Et tous les documents sont là pour pouvoir l'attester. Donc on ne s'est pas contenté que de critiquer le régime. Nous avons fait des propositions et nous les assumons. Ok. Pour ceux qui nous suivent sur la 98.1 FM, Radio Renouveau FM, nos invités sont bien sûr M. Noussar du parti FAD, Mohamed Cherif Aïdara, président du Conseil supérieur de la diaspora malienne, et M. Soudi Touré du parti Parena. Je me tourne vers M. Sarr. M. Sarr, il y a le président Macron qui traite l'opinion sahélienne qui pense que la présence française n'est pas nécessaire. Est-ce que, d'indigne s'il vous plaît, est-ce que ce terme-là, cette expression n'a pas, Macron ne l'a pas utilisé à la suite d'Ibeka par exemple, qui auparavant Ibeka avait traité cette même opinion d'ennemis à la limite des Maliens ou des femmes? Mais ça a démontré la personnalité du chef d'État qu'on a. Donc on ne doit pas blâmer Macron d'avoir utilisé ces mots-là. Qui n'observe pas les valeurs historiques de retenue qu'un chef d'État doit avoir. Monsieur Macron, ce qui est indigne, c'est que c'est le président de la République de France. La France, c'est quand même l'État, le pays de la révolution de 1789. C'est le pays qui a stimulé la Déclaration universelle des droits de l'homme. Que les chefs de l'État de ce pays ne puissent pas se retenir, va jusqu'à traiter d'indignes des populations dont le seul tort est d'user de leurs droits démocratiques. Oui, mais est-ce que c'est ça? Est-ce que Macron aussi n'a pas usé de sa liberté d'expression? Donc, mais il a usé de sa liberté d'expression. Il n'a pas demandé au chef d'État, par exemple, de mater ses manifestants. Ne vous confère aucune liberté d'expression ne confère le droit d'insulter un peuple. Macron n'a pas le droit d'insulter le peuple. Mais est-ce que Macron a fait pire qu'Ibeka? Ibeka qui traite ces mêmes opinions d'ennemis de la nation? Mais c'est ce que je vous ai dit. Ibeka est un chef d'État qui est hostile à l'observation des valeurs de retenue que confère le statut de chef de l'État. Vous avez cette histoire de Pau, on a parlé, comme Sidi vient de le dire, du retour de l'administration et de l'armée à Kidal. Une bonne nouvelle. Ce projet de retour de l'armée reconstituée à Kidal, nous persistons, c'est une fumisterie d'État orchestrée par un régime, celui d'Ibeka, et son allié, le pouvoir français. Ce n'est pas l'armée nationale qui va à Kidal, c'est l'armée reconstituée. C'est l'armée ethniciste, c'est l'armée de la CEMA. Mais nous, c'est ce que l'accord pour la paix prévoit. Mais c'est ce que nous avons dit, nous dénonçons l'accord depuis plusieurs années. Nous disons que l'armée reconstituée, ce n'est pas l'armée nationale. L'armée reconstituée, c'est l'armée des séparatistes. Sur les 300 hommes qui doivent effectuer le déplacement, qui doivent aller à Kidal, vous avez moins de 60 qui sont de l'armée malienne. C'est l'armée qui sera encadrée par des officiers séparatistes. Donc, on arrête de dire que l'armée du Mali est en train d'aller à Kidal. C'est l'armée de la CEMA, c'est l'armée des séparatistes, encadrée par des officiers séparatistes, qui est en train d'aller à Kidal. Donc, ce n'est pas l'armée nationale, ce n'est pas l'armée du Mali. C'est une fumisterie d'État. C'est un subterfuge qui, en réalité, vise à couvrir une incompétence, c'est-à-dire recouvrer l'intégrité du territoire. Le peuple souverain du Mali ne l'acceptera pas. Nous allons continuer à le dénoncer. Ok. Monsieur Aïdara, il a fallu à Macron de lâcher le mot indigne pour irriter certaines opinions sahéliennes. En fait, je pense qu'on sort souvent du contexte et on fait des analyses
assez politico-politicienne, comme vient de faire l'opposant. Donc vous n'avez pas été choqué Non, de non, attendez. voir Macron traiter... Attendez, ici, sur le même plateau ici, je vous avais dit ce qui a amené Macron à convoquer les chefs d'État et où nous, on s'est opposés. Ce que nous déplorons, la diaspora, c'est que ces chefs d'État se trouvent entre eux et planifient l'avenir et le devenir du Mali et de la sous-région que d'attendre d'être convoqués. Ça a été toujours comme ça. Ce n'est pas seulement le cas du Mali. Mais maintenant, le contexte, à ce stade, le contexte malien. Non, le nerf de la guerre, c'est l'argent, c'est pas le chef d'État qui a l'argent. Justement, non, mais on peut réfléchir. Si vous ne faites pas, vous ne réfléchissez pas à un plan. Mais nos chefs d'État, quand même, ont réfléchi à un plan qui a abouti à la création du G5 Sahel, qui peine quand même à produire des effets pour poser des moyens. Oui, mais attends, c'est très important de comprendre qu'il y a un aspect moral et responsable de la France. C'est la politique extérieure de la France qui a détruit la Libye. Et nous vivons les conséquences. Bon, pas la France seule quand même. Non. Elle a été accompagnée, elle a été par décidée le Conseil de sécurité de l'ONU, y compris le Mali. Mais qui l'a demandé? C'est la France qui l'a demandé. Oui, mais c'est la France qui porte donc le projet. C'est normal qu'il soit là et je vais vous rappeler. C'est le monde qui a décidé. Je vous rappelle l'histoire récente. Sauf qu'on a plus de temps. Je sais, mais il y a eu les tirailleurs sénégalais qui ont libéré Paris pendant que France, je ne sais pas là où était Macron. On était 25% des Maliens qui sont partis mourir pour l'intégrité du territoire français. Donc c'est tout à fait normal qu'ils viennent ici. Nous déplorons le mort et nous présentons nos condoléances aux familles. On sympathie. Mais nous ne pouvons pas accepter, en tant que Maliens, un pays souverain, qu'un président de la France convoque nos chefs d'État pour dire de venir. Voilà ce que nous voulons faire chez vous. Nous, on aurait voulu que ce soit eux qui se réunissent, qui font un plan et pour dire on est des partenaires. On voulait qu'on soit accompagné de cette façon. C'est vrai que c'est l'argent des contribuables français qu'on dépense 700 millions d'euros par an. Alors, en ce qui concerne le mot indigne, mais attends, pourquoi il ne dit pas aux Gilets jaunes qu'ils sont indignes? M. Macron est dans une position d'élection. Il a besoin que les Français sachent qu'ils défendent la politique extérieure française et que leurs héros dépensés pour stabiliser le G5 Sahel. Et ces hommes et ces femmes morts dont nous regrettons, il y a 44 soldats français morts. Donc ce discours est beaucoup plus pour la consommation française que pour la consommation. Mais nous l'avons consommé quand même. Nous l'avons consommé, mais bien sûr que nous l'avons consommé. Et nous disons que nous sommes dignes, nous sommes intègres, nous sommes honorables et nous défendons nos territoires. Et que ce soit président français ou américain, on n'accepterait pas qu'on nous traite d'indignes parce que nous manifestons, nous exprimons dans le cadre purement démocratique qu'on font les Gilets jaunes. Pour terminer, cette question des G5 Sahel, cette question de l'insécurité actuelle, il va falloir que les Maliens se mettent ensemble et qu'ils réfléchissent à un programme de sortie. Oui, mais comment? On peut le faire. Comment? On peut le faire. Ce programme de sortie, on peut le faire. Vous savez, et s'ils ne votent pas... Mais M. Haïdara, vous êtes en train d'occulter la question des finances. Non, ce n'est pas une question simplement... Ce n'est pas la bonne volonté. Ce n'est pas une question simplement de finances, je t'en prie. Ce n'est pas une question simplement de finances. Nous sommes en 2020. Si on fait un plan, on le donne jusqu'à fin mars. Si fin mars, la communauté internationale ne vote pas l'application du chapitre 7, alors on fait un plan, comment ils vont se retirer et qu'on assume notre souveraineté. Voilà la question. Pour en ce qui concerne M. Sarr, il dit l'armée reconstituée. M. Sarr, ces militaires-là, ce sont des Maliens. Oh, mais bien sûr, ce sont des Maliens et la communauté internationale est là, pas pour protéger le Mali et les Maliens, mais ils sont là pour l'application de l'accord d'Alger. C'est de ça qu'il s'agit. Ok. Monsieur Touré, on va... S'il vous plaît. Monsieur Touré, s'il vous plaît, nous, Sarah, on s'écoute. Monsieur Touré, on apprend que les États-Unis ont décidé de se retirer du Sahel sans qu'on leur demande quoi que ce soit. Pourquoi ce départ annoncé, s'il vous plaît, des États-Unis crée une sorte de panique au niveau de l'Alliance Sahel-France? Bon, c'est un acteur majeur dans la région quand même. Hein. Les Américains ont une force de frappe militaire et financière qui n'est plus à démontrer. Et l'intelligence, peut-être qu'il était mieux l'information aussi. Par le public et l'information également. Sur le terrain,
ce sont les Américains qui aident beaucoup les Français En termes de renseignement. oui, En termes de renseignement. en termes de renseignement et en termes de transport même, c'est-à-dire que des troupes. Donc nous pensons qu'il faut toujours travailler pour que les Américains puissent revenir sur leurs décisions parce que la présence justement de ces Américains-là aussi peut nous aider à combattre ces djihadistes-là. Donc moi, je vais simplement dire, les anarchistes, les va-t-en-guerre qui pensent qu'on peut résoudre cette crise-là par la violence se trompent lourdement. Cette question-là est une question éminemment diplomatique. Mais dans une et la diplomatie s'il est la vous plaît. continuation de la Monsieur guerre par Touré, d'autres Monsieur moyens. Touré, Donc soyons Monsieur Touré, intelligents. Monsieur Et aussi Touré, bien la guerre dans aussi, une c'est une démocratie, continuation d'une diplomatie. ceux qui cherchent à marcher pacifiquement sont des anarchistes. Non, je ne parle pas. Je ne parle Ils ne pas le sont de- pas. je ne Quand parle vous pas- parlez d'anarchistes, vous faites allusion à qui Il y a des- Vous faites allusion à qui il y a des anarchistes. Il y a des anarchistes dans ce pays-là. Ça ne veut pas dire Donc, que j'imagine ceux-là- que ceux-là- vous ne visez Non, pas votre vis-à-vis. Ça ne veut pas dire que ceux-là qui ont marché, c'est-à-dire qu'ils sont des anarchistes. Mais il y a certains dans ce pays-là qui pensent qu'on peut résoudre cette crise-là par la violence, par la guerre. Or, nous estimons que c'est une question éminemment diplomatique et il faut travailler avec beaucoup de lucidité pour qu'on puisse recouvrer l'intégrité de notre territoire. L'accord a été signé et c'est un accord qui engage le Mali. On doit travailler pour pouvoir l'appliquer d'une manière intelligente pour pouvoir sauver l'essentiel. Ok. Voilà. Le départ des Américains est non-événement aussi. Il n'y a pas d'anarchiste au Mali. Vous Ah, y en a. vous êtes senti visé Ah, y en a. Vous vous êtes senti Ah, y visé en a. par ce propos Il s'est visé lui-même. Il s'est visé Non, ce n'est pas un lui-même. opposant opposé. Non, hein. il s'est visé Lui, lui-même, il n'est c'est pas un moi qui opposant l'ai dit. opposé. hein. Vous savez, Clair. le départ des Américains est une réprobation de la politique française au Sahel. Les Américains sont des gens pragmatiques. Ce sont des gens précis. Mais pourquoi les Américains étaient venus au Sahel alors? Ils étaient là pour accompagner. Mais quand ils ont compris que la France, la politique française, le gouvernement français joue un jeu trouble, quand ils ont compris que l'objectif de la politique française est de permettre aux séparatistes de la CEMA de continuer à contrôler Kidal, de créer leur état fantasmagorique de l'Azawad, les Américains n'ont plus rien à chercher parce qu'eux, ce sont des gens honnêtes. Les Américains. Ce sont les Américains qui ont commencé à former nos unités méharistes dans les années entre 2006 et 2010. Ce sont les Américains qui ont fourni les premiers éléments, les premiers matériaux à nos forces spéciales. Il y avait une base à Samankou où les Américains formaient les forces spéciales maliennes. Les Américains nous ont aidés. Mais aujourd'hui, ils désapprouvent totalement la politique française. Mais connaissant Et c'est pourquoi- le c'est franc-parler pourquoi de ils ont Donald demandé- Trump, par exemple, Mais je- est-ce qu'il ne revenait pas à Trump de dire clairement que j'ai désapprouvé mais peut-être la Trump- politique mais française, Trump pas l'a à dit. nous, ça Non, peut-être. Non, je vous en prie, Trump l'a dit. Il y a eu une rencontre de l'OTAN où Macron a voulu amener l'OTAN dans son bourbier sahélien, parce que la France est aujourd'hui dans un bourbier. Mais Trump, ils ont été clairs. Angela Merkel et Trump ont été clairs. Il n'est pas question pour l'OTAN de s'engager dans ce bourbier créé de toutes pièces par la politique française. Aujourd'hui, stratégiquement, qu'est-ce qu'ils nous disent? Qu'est-ce qu'ils nous disent? Oui, la zone du Liptako-Gourma. Pour que les gens oublient Kidal. On parle de coalition contre l'IGS. C'est quoi l'IGS? L'IGS, c'est une coalition de djihadistes avec à leur tête Al-Sahraoui. Al-Sahraoui, c'est un allié d'Iyad Agali. Iyad Agali, c'est le parrain du ACUA. Le ACUA est membre de la CEMA. Donc Non, la arrête France... de faire La le CEMA était un recoupement. partenaire de l'État Non, non, malien. arrête de France- faire La ce CEMA est un recoupement. partenaire. La politique non, 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 française... Non, non, On non, me non. fait politique signe que le française- temps est Non, parti. non, La non, politique le temps française est fini, en fait. soutient L'État nous les sert, s'il vous terroristes plaît. en soutenant la CEMA. Non, non, C'est non. là. Monsieur Haïdara, Ouais. par rapport à cette question du départ des États-Unis, des Américains du Mali, Vous savez, s'il y a un homme politique qui a été toujours cohérent depuis qu'il a fait ses promesses électorales, c'est bien Donald Trump. Je me bon, rappelle à son il a pu élection- construire le mur de Mexique. Attends, non, il est déjà vieux. En tout cas, il a signé des traités. Alors, je me rappelle rapidement, à son élection, RFI a interviewé 3 personnes. Il y avait un professeur Bokar Ndiaye qui est au Sénégal, il y avait Alpha Bari qui est l'actuel ministre des Affaires étrangères et moi-même. Mais tous les 3, on est passés à côté. Parce que nous, on se disait que c'est des promesses électorales, ce serait difficile de les appliquer. Mais il a prouvé qu'il est cohérent. Et la deuxième question que moi je dis à l'antenne, j'ai dit s'il applique ce qu'il a promis dans sa campagne, il risquait d'arriver 3 choses. Ou une 3e guerre mondiale,
où il aura un impeachment, c'est pas comment on le dit. Il se fera débarquer par le Congrès. Par le Congrès, où il va créer un nouvel ordre mondial. Donc, les deux sont en cours, le troisième encore, je ne sais pas si la guerre Donc, vous ne vous êtes pas trompé alors? Pas du tout. Okay. Alors, donc, ce que je suis en train de vous dire par rapport aux États-Unis, ils ont fait les frais de guerre du Vietnam. Ils en ont fait ça en Irak. Ils ont subi le cas de la Syrie. Et aujourd'hui, ils sont là pour des questions purement budgétaires. Ils veulent se retirer. Mais il faut qu'on se dise la vérité. Ni la France, ni les Américains, ni les Allemands, ni les Européens sont là pour aider simplement le Mali. Il y a une question, cette partie du monde est extrêmement importante en termes de ressources minières. Et c'est important qu'ils soient là. Pendant la guerre, vous avez vu, la Turquie a dit avant-hier, ils se divisent, ils se partagent déjà cette zone. Donc c'est pour vous dire que la présence américaine, ils n'iront pas, parce que c'est des accords qu'ils vont avoir. Ils vont rester, et je vais rassurer monsieur l'opposant Nouroussar, que... Ils sont tous opposants. Hein. Ouais. Lui, il est opposant opposé. Lui, il est opposant de... C'est malheureusement tout. Monsieur Haïdara, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, c'est tout pour ce numéro du tribunal de l'actualité. Vous l'aurez compris, mes invités étaient M. Nouroussar du parti phare, un parti membre de l'opposition, du chef de file de l'opposition, et M. Sidi Touré, chargé de communication du parti Parena, parti aujourd'hui qui gère le pays avec le président Ibeka, et enfin M. Mohamed Cherif Haïdara, président du Conseil supérieur de la diaspora malienne. Je salue, avant de conclure, je salue tous nos téléspectateurs de Nyoro du Sahel au nom de M. Touré. Nos téléspectateurs de Nyoro, où est votre... de Caille, de Mopti au nom de M. Haïdara. Merci à vous de nous avoir suivis et au prochain numéro.